Bonjour à toutes et à tous, très content et très heureux surtout de vous proposer une nouvelle émission, un nouveau podcast sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, Contre-Pressing, une émission foot où on évoquera, l'actualité du ballon rond le plus régulièrement possible. Et pour ce premier numéro, on a décidé de parler de l'événement de la semaine, le Classico dimanche sur les antennes de BeIN. Et qui de mieux pour en parler que Benjamin Da Silva, notre expert Liga, et qui sera sur place dimanche au Bernabéu. Ça va, Nico? Ça va très très bien, très content de t'avoir pour cette première. Contre-pressing, quoi. Contre-pressing, Okay, exactement. d'accord. Je t'avais même c'est pas contre-attaque, c'est pas contre-pressing. Je t'avais même pas dit, je crois, le nom, non, tu savais pas. C'est surprise. C'est pas mal. Ouais. On a beaucoup bossé dessus. Une équipe de 20 personnes qui a brainstormé. Il n'y avait pas bloc bas, il n'y avait pas bloc médian. Nous, on est plus contre, tu vois, on est plus GGN pressing, tu vois, la Jürgen Klopp, tu vois, c'est vraiment le football moderne. Donc, bloc bas, bloc bas, c'est nul. On n'aurait pas, ça, c'était pas accrocheur. Preview du Classico, du coup, pour ce premier numéro. Je vais commencer par te poser une question pas si simple que ça, finalement. Est-ce que le Real Madrid est vraiment différent cette saison avec Xabi Alonso qu'il ne l'était sous Carlo Ancelotti? Non. Moi, pour le moment, je vois aucune différence. La seule différence que je vois, c'est que c'est Mbappé qui tient l'équipe, comme c'était déjà le cas un petit peu la saison dernière. Donc non, je vois pas d'évolution. Je vois surtout pas de joueurs, on va dire, à 100% de leur niveau. Et c'est aussi pour moi là, ça, un coach. C'est quelqu'un qui tire un peu comme un réalisateur, tire le meilleur de ses acteurs. Sauf que lui devrait tirer le meilleur de ses joueurs. Et je trouve que c'est problématique sur Vinicius et sur Bellingham. Rodrigo, on n'en parle même plus parce qu'il ne compte pas dessus du tout. Mais je trouve que sur des joueurs cadres comme ça devient problématique. Donc la patte Xabi Alonso, je ne la vois pas. Donc ni sur les individualités et ni sur le jeu du Real Madrid. Si tu me dis là qu'on commente le Real de la saison dernière, avec Ancelotti, je te crois sur parole, quoi. Ça y ressemble. Donc le seul changement, voilà, c'est Mbappé qui est en très grande forme et Arda Güler qui devient vraiment important. Mbappé en très grande forme. Il y a Xabi Alonso qui, je crois que c'était hier après le match, à Retafe, qui défendait un peu cette Mbappé dépendance dont bénéficie le Real, 10 buts après 9 journées. Lui dit qu'il n'y a pas vraiment de dépendance et que le plus important finalement c'est tout le travail de construction. On a quand même souvent l'impression que en fait, c'est à chaque fois un éclair de Mbappé qui sauve un peu le Real plus qu'une nouvelle philosophie de jeu inculquée par le coach espagnol. Voilà, philosophie de jeu, il n'y en a pas pour le moment. Mais je veux dire, Mbappé, oui, il sauve le Real. Mais pour moi, en soi, c'est pas problématique. Tu vois, de dire que le Real dépend d'un joueur, c'est pas un problème. Le Real dépendait avant de Benzema, dépendait avant de CR7, à un moment dépendait de Vinicius. Ça a toujours été comme ça. Donc pour moi, c'est pas vraiment problématique que ce soit Mbappé qui soit le leader offensif de cette équipe, qui marque tous les buts importants. Mais je me souviens que Thibaut Courtois, l'année dernière, il avait dit en fin de saison, on compte trop sur les joueurs de devant pour qu'ils nous mettent des golassos. Et parfois, quand ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Donc effectivement, parfois, ça peut devenir problématique. On verra ça dans les grands matchs. Qu'est-ce qui te plaît dans ce Real nouvelle formule, pas si nouvelle finalement du coup, avec l'éclosion de plus en plus de Arda Güler, Mastantuono qu'on voit aussi régulièrement dans ce 11. À part ça, l'équipe elle est pas vraiment différente, mais on sent que ces deux joueurs-là sont les deux grosses éclaircies derrière Mbappé. Mais déjà, je trouve que c'est bien pour eux, moi, Arda Güler et Mastantuono, parce que franchement, je les attendais pas comme ça, à ce niveau-là, tout de suite. Donc Arda Güler, je trouve qu'il confirme vraiment. Et surtout, il est en train de créer quelque chose. Il est en train de créer un duo avec Mbappé. Tu vois, sur l'entente, les passes décisives entre eux. Donc ça, je trouve que ça devient, pour Arda Güler, un vrai atout, tu vois, d'avoir cette connexion avec Mbappé. Et Mastantuono, moi, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas comme ça pour ses premiers matchs, sa première saison en Espagne. Il deviendrait finalement un joueur déjà important, quoi. Donc il n'a pas encore les stats. C'est pas un joueur qui marque assez. C'est pas encore un joueur qui fait assez de passes décisives. Mais voilà, quand il a le ballon, tu sens qu'il crée des choses, qu'il va vers le but adverse. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez enthousiasmant. Ouais. Il n'y a que 5 buteurs différents en Liga pour le Real cette saison. Est-ce que tu peux me les citer? Mbappé, en Liga. En Liga, ouais. En Liga, 5 buteurs différents depuis le début de Mbappé, saison. Vinicius, Arda Güler. Attends, Camavinga, c'était Ligue des Champions. Bellingham, il n'a pas encore marqué. Rodrigo, il n'a pas marqué un but. Il m'en manque 2. Il t'en manque 2. Il y a un joueur dont on vient de parler et un Ah, défenseur. Mastantuono, évidemment.
Et le défenseur, je sais pas, un Militao. Et tout à fait, Ah, Eder Militao. Je te dis ça parce qu'en fait, c'est, je trouve, une statistique qui est assez révélatrice du Real Madrid de cette saison. 5 buteurs différents. Par exemple, le Barça, depuis le début de la saison, il y a eu 11 buteurs différents en championnat. C'est une équipe beaucoup plus versatile devant le but. Moi, je trouve que c'est assez problématique quand même pour le Real de dire que, en fait, à part Mbappé et Vinicius qui a 5 buts, lui, sinon, en fait, le but, tu sais jamais, enfin, tu vois pas bah, trop qui peut marquer. Et c'est le quel? jour où Ouais, ça peut moins bien ouais. marcher pour Mbappé ou s'il y a un problème physique, ça peut devenir très très compliqué pour les merengues. Ouais, mais je trouve que le grand atout de Barcelone, c'est son milieu de terrain. Et je trouve que le milieu de terrain du Barça est très fort, beaucoup plus fort que celui du Real Madrid. Et il est fait pour accompagner les attaques, tu vois? Dani Olmo, Pedri, De Jong, Casado, enfin, ils ont du ballon, tu vois? Et donc je pense que ça facilite aussi, entre guillemets, Rafinha, Lewandowski, Ferran, Yamal. Alors que je trouve qu'au Real Madrid, la construction du jeu est beaucoup moins favorisée. Bellingham, on l'a toujours pas retrouvé. Voilà, Camavinga, bah, il joue de temps en temps. Valverde, bah, c'est pas ça, quoi. Donc je pense que, ouais, il y a une pour moi, la grande lacune, elle est surtout au milieu de terrain, ouais. Finalement, le plus grand défi de Xabi Alonso, c'est un peu comme il était pour Carlo Ancelotti, c'est de réussir à faire jouer tout le monde ensemble parce qu'on a un peu l'impression que l'éclosion d'Arda Güler allait au détriment de Jude Bellingham qui occupait le même rôle finalement que l'international turc cette saison. Alors, il a été blessé, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour et Arda Güler et Oui. Jude Bellingham et Mastantuono dans cette équipe, pour Ouais, tous les trois jouer ensemble? ouais, moi j'y crois parce que Mastantuono, il le fait jouer plus attaquant. Je vois pas pourquoi Arda Güler et donc Bellingham pourraient pas s'entendre au milieu de terrain. On voit dans plein d'équipes, tu as voilà, Pedri, Olmo, quand ils jouent, ça marche bien. Pedri, De Jong, ça marche bien. Donc pour moi, il y a pas cette excuse de, est-ce qu'ils peuvent s'entendre ensemble? Je pense que les joueurs qui sont, techniquement doués, eh bien, peuvent évoluer ensemble, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est plus Bellingham là qu'on attend au niveau, quoi. Le Barça. Ah! Alors, moi, j'avais une question. J'ai beaucoup regardé le Barça depuis le début de la saison Ah, tu es et supporter du Barça, Nicolas non, pas du Sarraï. tout. Non, pas du tout. En plus, Ouais, tu es tu supporter sais qui je supporte, hein. Galatasaray, Non, Fenerbahçe. non, pas du tout. Est-ce que le Barça a vraiment progressé depuis la saison dernière? Est-ce que le Heu, Barça qui a été éliminé par l'Inter Milan, qui a montré, beaucoup de failles, beaucoup de prévisibilité, dans son jeu, est-ce que c'est un Barça meilleur cette saison qu'il ne l'était en fin de saison dernière? non, c'est un Barça identique. C'est un Barça identique qui doit corriger ses défauts en défense. Parce que là, tout le monde a compris. Tu parlais de l'Inter, voilà, ils ont continué de jouer, avec la défense haute alors qu'à un moment ils étaient qualifiés. Heu, donc non, je pense que le Barça, le vrai point de progression, c'est, s'adapter au scénario qu'il peut y avoir dans un match et je pense que ça fait partie du travail de la défense. Mais sinon l'attaque, elle est exceptionnelle, le milieu de terrain, il est exceptionnel. C'est vraiment la défense, on l'a vu contre Séville, ils se sont fait balader, on l'a vu contre Paris, on l'a encore vu ce week-end contre Gérone. Donc heu donc voilà, bon, ce week-end, il y avait beaucoup d'absents. Il manquait Lewandowski, il manquait Rafinha. Donc, heu, donc voilà. Donc non, c'est une équipe qui doit peaufiner pour moi son style défensif. C'est une tactique trop osée de jouer aussi haut le hors-jeu sur toute une saison finalement et finalement de jamais s'adapter parce que le système d'Hansi Flick, il est hyper rigide Ouais. et on pourrait se dire, bah, au bout d'un moment, il va comprendre, il va changer. Il a créé quelque chose de très bien qu'il faut ajuster et lui, il l'ajuste pas du tout. Bah là, je pense qu'il va le faire quand même. Parce que là, c'est problématique, ce qui s'est passé ces derniers matchs. Là, les 3 derniers matchs, je trouve que c'est vraiment problématique. Donc là, je pense qu'il va le faire, c'est sûr. Heu, je vois pas comment il peut dire: «On continue comme ça les gars, ça marche très bien». Heu, il y a même cette image, un peu un peu cliché de Jules Koundé, je sais pas si tu l'as vu cette image en équipe de France où, sur le but, tu vois, il court très, très vite vers l'avant pour mettre l'adversaire hors jeu et ça marche pas Bah, si les autres suivent pas forcément, et et voilà. voilà. Donc non, non, mais après, il faut pas oublier que le Barça a perdu, pour moi, celui qui était peut-être qui était l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe, c'était Nico Martinez et ils l'ont perdu cet été et ça aussi, je trouve que ça se ressent vraiment. C'est quoi les points forts du Barça sur lesquels ils peuvent appuyer face au Real Madrid? Comment tu vois cette confrontation de façon assez globale, sachant que c'est évidemment impossible à pronostiquer un On classico? et puis on sait pas encore vraiment, quels joueurs seront là ou pas. Oui, les derniers absents, là, je les cite pour le Barça, donc il manquait Lewandowski, Joan Garcia, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen Et Rafinha, et Rafinha. ouais, Rafinha, on ne sait pas s'il sera encore, de retour pour le classico, enfin au moment où on se parle. Mais je pense que pour moi, le grand atout de Barcelone, c'est le milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain qui est beaucoup plus fort que celui du Real Madrid. Ça joue au foot, c'est hyper technique. Et je pense que si là, ils ont une emprise, si De Jong, Pedri sortent un grand match, je pense que le Real
va avoir des problèmes. En revanche, le grand atout du Real Madrid, c'est la forme de Mbappé, sa vitesse, parce que là, on voit qu'il est quand même hyper rapide. Et je pense que si lui, il fait les appels, il va les faire dans le dos des défenseurs, là, Mbappé, je pense qu'il va leur faire très, 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 très mal. Même Vinicius, je trouve qu'il revient bien. Ce week-end, je trouve il est entré, c'était pas mal. Je trouve qu'il se passe quelque chose. Et moi, je pense que ces deux-là, s'ils tracent et qu'ils jouent dans le dos de la défense, ils vont leur faire très mal. Finalement, les 2 équipes, elles ont un point commun. Elles ont perdu peut-être, le plus gros match qu'elles ont joué cette saison. Pour, le Barça, c'était face au PSG. Pour le Real, c'était, sur le terrain de l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est des défaites qui, toi, t'ont semblé, hem, révélatrices du niveau jeu des équipes? Ou est-ce que finalement, ce sont seulement des accidents de parcours sur cette saison? Alors, c'est l'est peut-être pour le Real, peut-être un peu moins pour le Barça, vu ce qu'on a vu ensuite dans les matchs qui ont suivi. Pour moi, la plus grosse défaite de Barcelone, c'est celle contre Séville. Là, vraiment, quand tu perds comme ça à Séville, ça, c'est pour moi, c'est vraiment celle qui montre des limites. Et celle du Real Madrid contre l'Atlético, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, en plus, en prenant 5 buts comme ça. Donc, oui, non, moi, je trouve que ça monte. De toute façon, au Real, on le voit bien, la défense, ils sont tous blessés, ils sont tous absents. Heu, on est passé quand même de Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane à une défense plus expérimentale, jeune, qui essaye de se reconstruire. Donc, oui, je pense qu'il y a des défaites significatives et qui arrivent maintenant assez vite dans la saison. Hem Et puis, perdre contre Paris, entre guillemets, bon, perdre contre le champion d'Europe, entre guillemets, ça peut passer, quoi. Est-ce qu'il y a un favori très clairement pour toi sur ce match ou ça reste quand même du Bah, 50-50? pour moi, ça reste vraiment du 50-50, surtout que là, on ne sait pas, tu vois, si Rafinha, il est là, il est titulaire, qu'on a Rafinha, Yamal, enfin, on aura Yamal, ça va changer beaucoup de choses. Non, franchement, 50-50, parce qu'il y a des forces et des faiblesses, des 2 côtés, quoi. Vraiment, c'est ce que je disais, j'avais fait une autre interview. À la limite, le pronostic, je peux te le faire, je pourrais t'en faire un, quand on aura la compo des équipes, à 1 heure du coup d'envoi. Mais là, comme ça, on ne sait pas qui va être là, qui va pas être là, qui ils vont jouer, comment on ne sait pas. Voilà. Je voulais te poser une question aussi sur une polémique, alors qui est pas vraiment le Classico en lui-même, mais dont on parle de plus en plus en Espagne, c'est ce fameux match à Miami entre Villarreal et le Barça. Certains disent qu'il y a un problème d'équité, que ça fausse le championnat parce que le Barça va jouer Pour moi, c'est un grand problème d'équité est censé sportive. jouer un match à l'extérieur, qui va finalement quasiment jouer à domicile parce que le stade sera quand même sûrement acquis à la cause du Barça. Ça pose un vrai souci. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est au niveau sportif, c'est pas du tout équitable. Parce que jouer, à la Ceramica, à Villarreal, c'est toujours un match difficile. Et là, ce match difficile devient un match sur terrain neutre, aux États-Unis. Donc je trouve que c'est un atout pour, Barcelone et surtout, c'est pas équitable, on parle de la course au titre, c'est pas équitable par rapport au Real, par rapport à Atlético qui, eux, vont jouer à la Ceramica. Donc non, non, moi je trouve que sportivement, c'est regrettable et moi je trouve ça injuste, ouais, je trouve ça se fait pas, quoi. Tu comprendrais que le Real ou l'Atlético, alors on a entendu qu'ils pourraient poser des préavis de grève sur un match. Enfin, on cherche, en fait, on attend de voir ce que vraiment les clubs vont faire. Il y a eu un début de réponse ce week-end sur le match d'ouverture de la, Je de sais la pas s'ils 9e peuvent faire journée. quelque chose vraiment, tu vois? Je pense que c'est acté, c'est Tebas qui a décidé, donc je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus à part, Et se dire: «Bon». Villarreal était d'accord aussi. C'est aussi ça qu'il faut. Bien sûr, ah non, mais tout le monde était d'accord dans l'histoire et puis bon, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, voilà, sportivement, c'est pas du tout équitable, non. On termine. J'avais une autre question à te poser. Est-ce que tu sais combien tu as commenté de Non, Classico depuis le je début de ta carrière? Il y en a eu beaucoup, mais tu as le peut-être chiffre en tête? je sais pas, je pourrais les compter, mais J'ai pas fait le calcul, moi. moi non Je plus, sais pas. Si je tu l'ai sais pas pas, je fait. saurais pas non plus. Peut-être, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, 25, je sais pas. Peut-être ça, ouais. Et est-ce que tu as une anecdote à me donner sur, ce match, qui, est si différent des autres? Parce qu'il faut savoir que tu es, quasiment ou tout le temps même sur place au On est tout stade, le que temps ça là-bas, soit au ouais, Camp Nou, à ouais, Montjuïc ou à Bernabéu, à Bernabéu. ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est comme anecdote sportivement que c'est le plus grand match du monde, qu'on a vécu des classicos extraordinaires quand on avait, Messi, Suarez, Neymar, Bale, Benzema, CR7. On avait des matchs incroyables. On avait, concentré sur le terrain, on avait, les 22 quasiment meilleurs joueurs de la planète. Extraordinaire et petite anecdote, on va dire, un peu plus journalistique. C'était un de nos premiers classicos, je sais plus quelle année c'était. C'était l'année, tu sais, où, Alexis Sanchez, il marque ce but, Le magnifique, lob? le fameux lob, ouais. Et et ce match-là, donc on est au Camp Nou, mais sauf que sur le but, par exemple, d'Alexis, tu vois, on est vraiment à l'opposé, en tribune de presse, on est complètement à l'opposé de l'action, parce qu'en fait, ce jour-là, on était hyper mal placés. Normalement, tu sais, on est,
Donc quand tu regardes le Camp Plutôt Nou, au centre, quoi. on est Non, au centre. voilà. Bon, en général, là-haut, on est tout en haut du stade, mais là, normalement, on est au centre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi, comment. On s'est retrouvé au poteau de corner, donc complètement excentré. Et donc, si tu veux, quand tu es comme ça complètement excentré, et ben, tu as une vision du match qui est complètement différente parce que à l'autre bout du terrain, les trajectoires, tu les devines pas du tout. Le centre en retrait, tu sais pas s'il est proche du gardien ou s'il est vraiment très en retrait. Tu mesures pas la hauteur du centre, plein de trucs comme ça. Et ouais, donc ça, c'est un match qu'on a commenté comme, presque avec une longue vue. On était un peu loin, mais voilà, mais on va pas se plaindre, quoi, tu vois. On était là-bas, on est toujours là-bas et je peux me mettre là-bas mal placé. Je sais qu'il y en a plein qui rêveraient de faire ça à ma place, donc je serais toujours content d'y aller. OK, super. Voilà. Bon, et ben, je pense Est-ce que que c'est est-ce que c'était un bon contre-pressing? c'était un bon contre-pressing. Moi, j'ai kiffé cette première et en fait, on voulait absolument lancer ce podcast avant le Classico et bon, le pari est réussi. Alors, j'ai pas réussi à avoir Omar Da Fonseca qui a un lundi, mais alors Ah, planning chargé. archi chargé. Il m'a dit vraiment, il a des interviews dans tous les sens. Je voulais lui dire qu'il travaillait Bon, et encore toi, pour Bein. contre-pressing, tu es plutôt Tchouaméni ou tu es plutôt De Jong? Moi, je suis plutôt De Jong. Moi, je suis plutôt Arda Güler. Ouais, c'est vrai, Tu le c'est vrai, sais, c'est mais vrai. je suis plutôt Frankie De Jong ou à la rigueur Declan Rice dans un autre style. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, J'ai partie dit l'autre arrière, là. jour à Omar que Declan Rice était dans les 5 meilleurs milieux du monde Ah et non, tu pas le droit. j'ai cru que vraiment je l'avais Ah oui, là, tu insulté. tu peux pas. Il n'était pas d'accord, Ouais, mais il m'a toujours pas donné son top 4. d'accord. Mais voilà. Mais toi, si tu en as un, Ah là, comme ça, je l'ai pas, mais tu pour vas me moi, faire tout Declan mieux. Rice, non, c'est pas top 5 du tout. Top 10. Je suis même pas sûr. Ouais. Voilà. Bon, tant pis, ces 2 coups francs contre le Ouais. Real n'ont pas Non, bah, ont pas changé voilà, la donne. ouais, exactement, parce que Peut-être ce ne sont que 2 coups francs. mais ouais, mais il fait plein d'autres choses. Mais il faut que tu regardes un peu plus, Arsenal. Mais je regarde, mais moi, c'est pas un joueur qui Toi, tu pas m'emballe. box to box. Tu pas milieu box to box. C'est plus, manière de ballon, Ah ouais, ouais, moi, je suis beaucoup plus gratteur, De ouais, Jong, ah ouais, moi, Pedri. je suis plus ce style-là, ouais, ouais, Arda Güler, des joueurs comme ça, ouais, moi, c'est des joueurs comme ça qui me font vibrer. On fera un prochain numéro, je pense, en se donnant, peut-être une tier list, tu vois? De faire des tier list de joueurs, les meilleurs milieux du monde et on Vas-y. essaiera de les classer. C'est Ouais, chaud. J'essaierai d'avoir Omar cette fois parce que ouais, ça peut être marrant avec lui, même si ouais. lui, je sais déjà Bon, que lui, on connaît son classement, ça sert à voilà, rien, c'est tu vois? ça, c'est ça, Lui, mais c'est que par rapport au passeport et au drapeau, hein. exactement, que des Argentins, des C'est ça. Espagnols. Merci Benji. Merci Nico. Ah, j'espère que vous avez kiffé ce 1er numéro. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Contre Pressing. Merci et ciao.